Bienvenue à l'épisode numéro 9 de La Table Ronce, un podcast non prétentieux où les demoiselles échangent sur des sujets épineux du domaine spirituel. Ici Valérie de Demoiselles étranges et je suis accompagnée de Kat, Allô? Julie Allô? et Maggie. Bonjour! Le sujet du jour est le danger des sorcières virtuelles. Mise en contexte, on a lu cette semaine un reportage sur le grand retour de l'ésotérisme par la presse, où est-ce qu'une journaliste qui a trompé le public pour une expérience sociale en se faisant passer pour une sorcière moderne pendant quelques mois sur les réseaux. On en a longuement discuté à l'interne parce que bon, c'est quand même une sombre réalité qu'elle a présentée à travers ça. C'est un sujet chaud qui a fait réagir et on a décidé de commenter, étant donné que nous ne sommes pas des personnages inventés, mais des vraies pratiquantes. Et ça fait longtemps qu'on navigue dans le domaine, donc on est mieux placé que quiconque pour approuver certains aspects de cet article. Chères demoiselles, ça a été quoi vos premières impressions après la lecture de cet article-là? Ben moi, je me suis fait pogner. Je me suis fait pogner par cette fausse sorcière-là. Je regardais TikTok, puis je suis tombée sur son vidéo sur le sel himalayen, puis je trouvais ça bien, bien drôle. Je l'ai envoyé à Valérie, puis j'étais comme, ah, check ça. Puis quand j'ai appris la nouvelle par la suite, j'ai été très surprise, mais en même temps, c'était pas faux qu'est-ce que l'article disait dans mes yeux, donc la surprise surtout, puis surtout un « Ah, je me suis fait pogner ». Mon impression, en fait, ben moi, je ne l'ai pas vu passer parce que je suis plate de même, je suis pas grand monde, surtout pas dans ce domaine-là, parce que justement, je suis très critique, puis j'aime pas le côté tape à l'œil et tout ça, tu sais, étant pratiquante, tu sais, profondément ancrée en moi, j'ai beaucoup de difficultés à avoir des choses que je trouve qui sont légères, un peu trop. Donc, j'ai pas vu ça passer. Mais à la lecture de l'article, ben, premièrement, je pense que c'est un sujet qui est très facile à aborder, qui fait beaucoup réagir. Donc, je pense qu'en général, les journaux, les journalistes et tout ça aiment bien aller tenter ce sujet-là qui fait toujours réagir parce qu'on aime bien les clics, les likes, les pas likes et tout ça. Ça amène les gens. Puis, l'autre chose aussi, ben, c'était la réalité de l'intelligence artificielle au travers de ça. Fait que je pense qu'on va en parler un peu plus loin, là, mais je voulais pointer cette réalité-là qui est devant nous, là, qu'on est dedans sans trop s'en apercevoir. Puis moi, de mon côté, je l'ai lu avec calme et simplicité, mais j'ai été quand même choquée de voir à quel point que les médias sont rendus aussi loin dans leur démarche de faire des émois un petit peu plus qui bousculent encore plus qu'ils bousculaient parce qu'ils ont toujours bousculé, les médias ont toujours été une façon de bousculer les gens puis de leur apporter leur façon à eux sans nécessairement avoir l'opinion des autres. Donc, ça m'a choquée, mais en même temps, ben, j'ai pris le temps de le lire comme faut. Puis, je suis pas si ébranlée que ça, finalement. J'ai juste une opinion personnelle. On a eu vraiment plein de réactions différentes dans l'équipe. Ça a été super intéressant. On en a certaines qui étaient très outrées puis tout ça parce c'était facile de se sentir pointé du doigt à travers ça. Par les propos, il y a certaines phrases, je dois dire, quand j'ai lu l'article, je suis passée par toutes sortes de faces, dont ma face de craie, où est-ce que je lisais l'article de fond en comble, j'étais comme, ben là. Et finalement, je me suis surpris à la fin de l'article à applaudir
avec sagesse en me disant comme il y a quand même des bons points. J'ai pas nécessairement approuvé que la démarche a été faite justement de façon secrète, mais c'était un peu ça le but de l'article, de montrer qu'il y a des gens qui font exactement ça, qui se font passer pour des médiums ou des coachs de vie et tout ça. Donc, c'est sûr que la démarche, sur le coup, elle peut être un petit peu offensante, mais en quelque part, c'est ce qu'elle voulait amener à travers ce reportage-là. J'ai l'impression à quel point c'est facile pour quelqu'un de juste s'intégrer. Elle a dit d'ailleurs qu'elle a été accueillie les bras ouverts dans la communauté, ce qui est une nouvelle réalité parce que moi, c'est pas ce que j'ai vécu. On va en reparler un petit peu plus loin là, dans l'émission. Mais effectivement, donc je suis vraiment passée par toutes sortes d'émotions. Puis finalement, au final, je me suis dit, ben oui, finalement, c'est un très bon article, puis ça reflète bien le domaine ésotérique actuel tel qu'il est. Tu sais, je pourrais dire même que c'était choquant, mais pour moi, j'ai pas été tellement surprise. Fait que c'est comme un aspect qui pourrait peut-être être développé parce qu'il n'y a rien de surprenant maintenant avec les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Effectivement. Le sujet il était aussi bien ciblé. Si elle aurait été dans la magie plus occulte, ce genre de choses-là, tu sais, ça n'aurait pas été dans le witchy, flafla un peu avec les pierres et tout ça. On s'entend, c'est un peu facile, tu sais, tu fais un petit peu de recherche Internet puis tu as l'information. Fait que si elle aurait été dans quelque chose de plus pointu, je pense qu'elle aurait peut-être pas été accueillie avec les bras aussi ouverts que ça parce qu'il reste que le witchy, c'est une mode présentement. Puis à travers de ça, ben, il y a des choses plus profondes qui se cachent derrière, tu sais. Fait que ça vient pointer ça aussi. Fait que, tu sais, je suis comme, tu sais, comme tu disais, Valérie, à la fin, on applaudit, tu sais, parce que, tu sais, il faut quand même faire attention à qu'est-ce qu'on consomme sur les réseaux. Mais en même temps, il y a des besoins, tu sais, la spiritualité, c'est un besoin qu'on a. Puis les gens, ils cherchent, puis ils tombent sur les choses qu'ils trouvent, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Je trouvais que, ouais, ça l'amène des trucs pas mal plus profonds que qu'est-ce qu'on peut lire en premier lieu, tu sais. Oui, ben c'est ça. Il y a comme il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect social, il y a l'aspect qu'est-ce qui fait en sorte que les gens se méfient pas davantage, puis qui font juste ben tu sais ce qui fait en sorte que cette personne-là avait l'air légitime, même Julie, il n'y a vu que du feu. Elle m'a envoyé ça sur le coup, puis j'ai pas porté attention. Je me suis dit, bon, une autre sorcière de TikTok, là. Je veux dire, on en a vu 1000 dernièrement, là, ça m'a pas... Mais quand on a su finalement que c'était adroitement camouflé, puis que c'était pas réel, en fait, c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est un domaine qui, on va se le dire, qui est dangereux, littéralement, là. C'est quand même intéressant parce que je ne suis pas de créateur witchy sur TikTok ou whatever, mais j'ai quand même été ciblée par mon algorithme, même si je regarde pas des vidéos sur le sujet tant que ça. C'est pas quelque chose que moi non plus, je vais aller instinctivement regarder des influenceurs ou autres faire des choses. J'ai tendance à plus aller faire de la lecture ou acheter des livres, des choses comme ça. Mais ça a quand même été capable de me trouver dans sa démographique, dans son algorithme. Puis je trouve ça quand même très, très intéressant. Je sais pas comment ils ont ciblé ça, mais ouais. La journaliste a apporté des points importants sur l'aisance à monter de toutes pièces un compte qui a été, on l'a vu, prolifique et très en vue en peu de temps. Sans avoir la moindre connaissance sur le sujet, elle l'a admis dans l'article d'ailleurs, qu'elle avait zéro connaissance. Elle a juste été chercher ici et là sur d'autres comptes et elle a fait usage, comme Maggie le mentionnait plus tôt, de l'intelligence artificielle pour créer son contenu. En tant que créatrice de contenu authentique, parce que nous, notre contenu, on le travaille, des fois ça nous sort de notre grimoire, ça nous sort de notre tête, ça nous sort de l'inspiration du moment. Évidemment, ça peut être perçu comme une menace. Est-ce que vous vous sentez menacé par cette nouvelle réalité-là, à quel point c'est facile de créer du contenu sans avoir la connaissance qui va avec? Je dirais oui et non. Oui, c'est dans le sens que ça peut être dangereux, ça peut tomber dans les mauvaises mains. Il y a du monde qui peut profiter de ça, peut prendre avantage de la clientèle qui se présente devant eux.
mais en même temps, ça aurait pu arriver dans n'importe quel domaine. Puis on s'entend que le AI, les intelligences artificielles, c'est basé sur quelque chose. C'est sûr que c'est pas super éthique non plus, parce que souvent, c'est du matériel qui est utilisé sans le consentement des personnes qui ont travaillé sur le matériel d'origine. Mais je pense que c'est le genre de choses qui peut arriver dans n'importe quel domaine, au fond, puis que même sans l'intelligence artificielle, c'est facile pour du monde. Tout ce qu'il faut, c'est de l'argent, hein, pour pouvoir aller dans un salon puis vendre. On voit plein de monde dans les salons qui sont pas toujours super légitimes ou même très sectaires. Fait que je pense que c'est dans n'importe quel domaine. N'importe quel. Mais c'est déjà vu dans le domaine de la sorcellerie, je trouve. C'est facile d'aller dans ces eaux-là aussi parce que les gens sont vulnérables. Absolument. La plupart des gens ils veulent avoir un petit peu de, plus que c'est populaire aussi, plus que c'est à l'affût, hein? Fait que plus tu vas chercher de la popularité, plus que t'es vu, donc ça joue dans les deux sens. Puis en même temps, tu sais, moi j'appelle ça moi j'appelle ça de l'ignorance assistée. J'appelle pas ça l'intelligence artificielle parce que je trouve que plus qu'on l'utilise, on s'en rend pas compte, puis on l'utilise de plus en plus dans plusieurs domaines, dans plusieurs sphères de nos vies. Puis c'est comme les gens, ils embarquent dans ça. Même moi, je me fais avoir. Là, on embarque dans ça facilement. Puis c'est à notre insu, là, tranquillement. Il y a toutes sortes de petites affaires qui se font électroniquement. Puis on rentre là-dedans. Puis c'est comme facile aussi. Puis c'est la facilité qui est attirante là-dedans parce que tu as tout d'un coup, tout gratuit, tu as tout plein d'informations en même temps, puis tu peux vraiment cibler ce que tu veux d'un point de vue, tu sais. Fait que, à cause de ça, je pense que ça peut être très malsain, mais à la fois très, très utilitaire, mais c'est d'en faire le juste milieu puis d'avoir l'équilibre là-dedans. Ça me rappelle un petit peu quand Internet a commencé à devenir populaire, puis là, tout à coup, on avait accès à toute l'information possible au bout de nos doigts. C'est quand même assez intéressant aussi. Mais en même temps, je pense qu'il va devoir avoir des lois qui vont devoir se former sur l'intelligence artificielle parce que premièrement, ça ne peut pas être pris sans le consentement des personnes qui ont travaillé sur le matériel d'origine, mais également, il ne faut pas que ça prenne de la place des humains, tu sais. C'est un outil, puis je pense qu'on devrait l'utiliser comme un outil. Mais je pense qu'il devrait y avoir certaines règles, certaines lois qui sont dans le domaine. Parce que sinon, c'est pas éthique, à mes yeux. Moi, je dirais à la base, l'intelligence artificielle, la personne, elle aurait pu... En fait, l'intelligence artificielle n'invente pas d'informations, hein? Elle va dans une banque de données que tous les humains ont participé, même nous autres avec Demoiselles étranges, oui. Qu'est-ce qu'on met sur Internet. Fait que l'intelligence artificielle, elle va juste chercher ces informations-là, puis elle les partage. Donc, en principe, la personne, quand elle fait sa recherche, ben, elle veut pas, elle aurait pu trouver ça, tu sais, en quelque part, parce que ça existe déjà quelque part. Ce qui est un peu plate, justement, comme que tu soulevais, Julie, c'est que c'est du contenu qui existe déjà, donc qui a été écrit par quelqu'un. Est-ce que moi, je me sens comme en danger, là, à côté de quelqu'un qui utiliserait l'intelligence artificielle et tout ça? Ben non, parce que ma démarche, au travers de Demoiselles étranges, j'ai une démarche personnelle d'avancement spirituel, tu sais. Ça motive mes recherches. Puis mes recherches, je ne les fais pas juste entre moi puis moi. Je le fais avec mon immense bibliothèque derrière qui grossit au moins une fois par mois. J'ai un nouveau livre. Je fais mes lectures, puis à travers tout ça, je réfléchis, puis je crée du contenu qui est inspiré de. T'sais. Mais, c'est ça, je fais un peu la même chose, en quelque part, en m'inspirant des personnes qui ont écrit, puis moi-même qui espère écrire un jour et tout ça. J'écris déjà pour Demoiselles étranges, c'est déjà beaucoup pour moi. Fait que c'est ça, mais c'est ce que je trouve un peu plate, c'est que oui, c'est une voie facile pour certaines personnes de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour
pallier à des sphères qui ne sont pas compétentes, comme l'écriture. Dernièrement, j'ai vu, en allant faire des recherches Internet, que je pense que Bing me proposait d'écrire des articles à ma place. Hey, toi là. Non, non, j'ai besoin de réfléchir, moi, là, pour écrire un article. Je peux pas juste te mettre des mots-clés puis tu me sors de quoi. Je ne serais pas satisfaite en tant qu'humaine, tu sais. Fait qu'il y a ça derrière. Puis je pense qu'au travers de ça, on est un peu naïf en ce moment, tu sais, à essayer de reconnaître c'est quoi l'intelligence artificielle, comment l'adapter à nos vies. On est là-dedans, comme tu disais encore, Julie, tu sais, par rapport à Internet, quand c'est arrivé, quand que Facebook est arrivé, quand les réseaux sociaux, quand on s'est retrouvés tout avec un téléphone intelligent dans nos mains, je pense que ça va faire un peu la même chose. Ça va trouver sa place. Puis, on va toujours reconnaître le vrai art humain, la vraie écriture humaine, je pense, au travers de ça. On sera peut-être leurré de temps en temps, mais pas tant que ça, je pense, au final, tu sais. Ça reste au niveau des informations aussi qui sont partagées. Si c'est juste comme par exemple des rituels ou des techniques ou quoi que ce soit l'intelligence artificielle ou quelqu'un d'humain qui l'a écrit, on verra peut-être pas la différence. Mais ça reste que quand on parle de nos expériences personnelles, ben là, à ce moment-là, il n'y a pas une intelligence artificielle qui peut arriver à la cheville de ça, étant donné que nous, on a eu des ressentis, on a eu des émotions à travers ça, enfin, pour la plupart des gens. Puis, je pense que c'est quelque chose qui est important de souligner, que ça ne va jamais compenser pour l'aspect humain du transfert d'informations, du transfert de savoir. Là où moi, je vois ça comme une menace, surtout au niveau des entreprises, comme nous, on a un petit projet collectif, c'est pas une carrière pour nous, c'est un projet, c'est vraiment un sideline, on travaille tout à temps plein, on fait pas ça pour devenir riche et célèbre, mais c'est sûr que nous, on va passer dans le beurre à côté de gens qui vont se servir, par exemple, de différents logiciels d'intelligence artificielle pour produire leur contenu, pour la constance du contenu aussi, puis la quantité, la fréquence de contenu. C'est sûr que nous, quand on se penche sur un texte, on l'écrit, on se relit, on retravaille dedans. On ne va pas sortir 2-3 textes dans une journée parce qu'on a pris du temps pour le faire. Et donc, au niveau de la constance, puis au niveau de la fréquence du contenu partagé, je pense que là, c'est là que l'intelligence artificielle, puis les pratiquantes ou les sorcières qui utilisent ça pour leur entreprise vont dépasser les autres à ce niveau-là. Mais ne serait-ce que ça reste du contenu réchauffé, il n'y a rien qui protège le contenu de quelqu'un qui a utilisé l'intelligence artificielle pour quelqu'un d'autre d'aller jouer dans les mêmes plates-bandes puis d'avoir des textes très similaires versus quand ça vient de toi, ça vient de ton expérience à toi, ton texte est unique. Donc c'est ça, je pense que vraiment au niveau de la valeur du vécu qu'il y a derrière le texte, l'intelligence artificielle ne pourra pas combler ça, mais je pense que oui, ça peut devenir une menace au niveau de la fréquence et de la constance du contenu partagé. Et je vais juste ajouter quelque chose vite. Oui, l'information qu'on va retrouver dans dans les trucs comme ChatGPT ou whatever, oui, la plupart de l'information va quand même être à un certain point accurate, mais il va y avoir des erreurs de logique. Il y a des choses qui ne vont pas faire de sens. Une fois que tu es dans le domaine, puis tu connais quelques petits trucs, tu connais tes correspondances, ce genre d'affaires-là, ça se peut qu'il y ait des choses, tu demandes un rituel qui ne fait pas vraiment de sens. Ça ne remplacera pas le savoir d'une personne qui a travaillé dans le domaine, qui a consulté beaucoup de livres, puis des professionnels, mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. C'est là, je pense, le vrai danger parce que ça fait en sorte que il n'y a pas personne qui peut savoir si l'information qui a été justement retrouvée via l'intelligence artificielle est valide ou non. C'est là que le danger est. Les gens qui n'ont pas les connaissances vont continuer à partager ces informations-là et les nouvelles générations de pratiquantes, le savoir va se perdre, j'ai l'impression, à travers ça. Un peu comme l'art, un peu comme les gens qui utilisent ça pour les photos, j'ai l'impression que ça va se perdre au fil du temps. On voit toutes sortes de reportages et articles depuis les derniers mois qui pointent du doigt les pratiquants occultes. Est-ce que de voir le sujet de la sorcellerie abordé par des gens de l'extérieur qui n'ont pas vraiment de connaissances ou d'intérêt en la matière, est-ce que ça vous fait froncer les sourcils ou au contraire, est-ce que vous réalisez comment on peut être perçu dans notre approche des yeux de quelqu'un qui ne pratique pas? Pour moi, ça me fait pas grand-chose parce que les gens du public, les gens, monsieur, madame, tout le monde, vont toujours avoir une
vision de la sorcellerie, de la magie, de l'occulte. Dans le fond de leur tête, ils se disent « Ah, ben c'est la bullshit anyway ». Fait que, tu sais, ils vont jamais avoir une opinion. Tu sais, il y a peut-être des pratiquants qui vont se sentir un peu moins en confiance, vont peut-être faire un petit peu plus attention au contenu qu'ils consultent sur les réseaux sociaux. Mais en général, pour moi, Non, il y a beaucoup, beaucoup de gens dans le public général qui n'ont pas nécessairement un intérêt, mais je pense qu'il y a beaucoup de curieux aussi. Je veux dire, on en connaît tous autour de nous là, qui s'intéressent de loin à ça, qui vont pas nécessairement plonger, mais qui vont quand même s'intéresser. J'ai pas nécessairement été choquée, bien que il y avait un petit bout dans l'article qui disait on sort la feuille de laurier, puis j'étais comme parce qu'on le fait, tu sais, c'est le genre de c'est le genre de choses qu'on a déjà partagé, puis j'ai fait puis là, ça parlait ils font de l'eau de lune, puis je suis comme oui, on fait ça des fois. Puis je trouvais que c'était très proche de la réalité pour plusieurs pratiquants. Donc, ça aurait pu être interprété comme c'est ridicule, qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Mais pour ma part, dans ma pratique à moi, j'en parle comme j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, j'en parle pas de ma pratique, là. Si tout le monde s'intéressait à ça, tout le monde serait là-dedans, puis on n'aurait pas ce genre de discussion aujourd'hui sur le sujet. Mais non, moi, personnellement, ce que les gens en pensent, j'en ai rien à foutre. Je me dis, ça va attirer les gens qui vont y voir une valeur ou qui vont être inspirés par ça. Notre démarche, ça n'a rien à voir avec un culte. On n'est pas là pour convaincre les gens non plus. Donc, moi, non, c'est ça. Je dois dire que oui, j'ai peut-être levé un sourcil là, quand j'ai vu des petites phrases clichés de trucs clichés qu'on fait, qu'on a toutes faites au moins une fois à travers ça. Mais comme on le disait au début de l'émission, c'était très en surface, en fait, ce qu'elle a fait. Puis, je pense que c'est pour ça peut-être que c'était plus accessible pour le public général, puis que c'était moins, comme Maggie le soulignait aussi, si ça avait été beaucoup plus poussé au niveau de la démarche, puis que ça avait été vraiment là au niveau coven, au niveau magie cérémonielle ou autre, je pense pas qu'il y aurait eu autant d'aisance à intégrer le milieu, premièrement, et à partager des informations ou à trouver même des informations sur le sujet. Je pense aussi que cet article-là, en fait, faut se rappeler, c'est un peu une business. Puis, quand tu écris un article, tu as un public cible. Le public cible, c'est pas les personnes qui pratiquent la magie naturelle ou, tu sais, c'est pas ces personnes-là qui sont le public cible. Donc, c'est sûr qu'on va pas flatter dans le sens du poil les personnes qu'on critique d'une certaine manière, parce que c'est en partie une critique. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr que les personnes qui vont réagir, ce ne sera pas les gens qui vont faire « Hey, moi, je les aime, mes pierres, arrêtez de rire de moi. » Tu sais, on se tait dans ce temps-là, tu sais. Puis c'est les gens qui se sentent interpellés parce qu'ils ont une opinion similaire, qui vont faire « Ah oui », tu sais, qui vont réagir dans ce sens-là. Fait qu'il y a ça qu'il faut se rappeler quand on lit ce genre d'article. La spiritualité, c'est une réalité qui est là depuis toujours. Les humains sont des êtres spirituels. Même ne pas croire, c'est une forme de spiritualité. Oui. Fait que ce sera toujours un sujet chaud, comme la politique, tu sais. Fait que c'est ça. Est-ce que ça m'a choqué ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Parce que j'ai toujours été dans la marge de la société. On est tous un peu comme ça, je pense, même en dedans de Demoiselles étranges, où les gens qu'on côtoie, qui ont une certaine spiritualité, sont toujours un peu dans la marge. Donc, à un moment donné, c'est ça, comme vous le dites, les filles, on s'en fout, tu sais. Je veux dire, c'est pas la première fois que je vais être jugée, ce sera pas la dernière fois, puis faut passer à autre chose. On est différents, et voilà. Puis, moi, je juge ces gens ordinaires aussi, à ma manière, en tant que marginale. Donc, tout le monde se juge au final. Puis, c'est juste qu'il y en a, il y a des jugements qui sont portés dans les journaux et d'autres non, ou dans des journaux moins connus. On a quand même des magazines witchy. Exact. Mais on parle pas des moldus, par exemple. On fait autre chose. On parle de pierre et de feuilles de laurier. Et d'eau de lune, tout à fait. Oui, absolument.
Eh bien, je trouve que vous avez des propos très intéressants, chère demoiselle. Puis ce que je disais tantôt, ça m'a choquée sur le coup, mais intérieurement, j'étais pas vraiment choquée parce que moi, ça non plus, ça m'atteint pas plus qu'il faut, même qu'il y a un certain groupe que j'ai donné mon opinion pour un peu calmer les ardeurs dans lesquelles ça avait vibré, puis c'est par là que je l'ai su, tu sais. Parce que moi, mon rôle, je le considère étant une pratiquante avec l'intention et la magie naturelle. Moi, mon rôle, je le considère comme pour partager des trucs que moi, j'ai expérimentés, que moi, je vis en dedans de moi, que je suis capable d'exprimer parce que je l'ai vécu. Fait que c'est comme quand on a l'intention tu sais, à l'intérieur de soi, je pense que on a tous une intention à l'intérieur de soi, sauf qu'en le faisant dans Demoiselle étrange, je trouve que d'écrire des choses qui viennent de ton vécu, de ton expérience, puis de les avoir expérimentées, ben, je trouve que ça met encore plus de crédibilité, tu sais. Puis les gens doivent le sentir aussi, que ça vient de profond, là, tu sais, que c'est pas une machine qui a décidé pour toi, là, tu sais. Fait que, en étant introspectif, puis qu'on manifeste aussi nos aspirations, là, tu sais, c'est pas juste un texte comme ça, il y a plein d'aspects autour, là, qui sont importants. Fait que je crois que, en tout cas, moi, je suis pas super affectée. J'ai été affectée plus parce qu'il y en a d'autres qui l'ont été. Mais personnellement, oui, j'ai levé moi aussi un peu le sourcil, mais je me suis pas sentie affrontée à ça, là, tu sais. Je me sens comme très bien où ce que je suis. Puis j'aime bien faire ce que je fais aussi. Parce que j'aime faire ce que je fais intérieurement, tu sais, puis dans ma démarche à moi, donc de le partager de vive voix ou de le partager par écrit, ben ça m'effraie pas, moi, de le faire comme ça, là, tu sais. On a souvent abordé le sujet entre nous concernant les prédateurs et les opportunistes dans le milieu ésotérique. D'ailleurs, on s'échange souvent des contes douteux ou des approches autour de nous qu'on considère qu'il y a un manque aberrant d'éthique. Est-ce que selon vous, le danger des sorcières virtuelles, en fait celles qui ont des motifs moins nobles que le partage de savoir, est-ce que ça devient un problème qui est de mieux en mieux ficelé et qui passe sous le radar plus facilement? Je dirais pas de mieux en mieux ficelé. Je pense que il y a toujours eu du monde, il y a autant longtemps, très longtemps, qui va toujours essayer de scammer les autres ou qui va essayer d'aller trouver des gains d'une manière ou d'une autre. Si c'est mieux ficelé, peut-être pour les personnes qui sont pas familiers avec la magie naturelle ou l'occulte, mais dès qu'on s'informe puis qu'on lit de plusieurs sources, de plusieurs places, je pense que c'est quand même facile de déceler si quelque chose fait du sens ou non. Je pense pas que c'est quelque chose de nouveau du tout, parce que, comme je dis, il y a toujours du monde. Tu sais, même dans les journaux, tu vas ouvrir puis il va y avoir des voyants qui vont essayer, tu sais. Ça promet des miracles. Donc, et ça existe depuis très, 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 très longtemps. Donc, c'est mieux ficelé, ça dépend. L'intelligence artificielle peut aider à mieux ficeler. Tu n'as pas besoin de connaître. Tu peux aller chercher assez d'informations avec l'intelligence artificielle pour faire du contenu. T'sais. C'est sûr que ça ne va pas atteindre les expériences personnelles et tout ça. Malgré que ça peut très bien s'inventer. Hein? Quelqu'un qui fait de la manipulation a d'habitude une bonne imagination pour attirer les gens et les toucher. Des fois, elle va juste entendre l'expérience d'une autre personne puis va se l'approprier, etc., etc. Fait que, je pense que quelqu'un qui est mal intentionné, en fait, va toujours trouver son chemin pour arriver à ses fins. Fait que plus ou moins, je pense pas. Je pense cependant que les gens devraient, avec toute l'information qu'on a aujourd'hui, sont en mesure de contre-vérifier
tu sais, de s'assurer que ce qu'elles reçoivent comme information, tu sais, qu'elles puissent aller vérifier ailleurs, tu sais, qu'on vienne te soutirer de l'argent, poser des questions, tu sais, avant de, avant de dépenser pour, tu sais, pour des promesses, ce genre de choses-là. Mais le rendu là, tu sais, on en a déjà parlé dans un autre podcast, tu sais, le rendu là, c'est de la psychologie, là, tu sais. Moi, je dirais que oui, parce que c'est de plus en plus difficile de savoir ce qui est vrai que ce qui ne l'est pas. Donc, n'importe qui peut s'inventer une personnalité sur les réseaux sociaux, avoir un site web. C'est hyper accessible. Donc, n'importe qui, ayant connaissance ou pas, d'ailleurs, la journaliste l'a bien prouvé à travers son article puis sa démarche. Le fait étant que nous, on passe pas notre vie sur les réseaux sociaux parce qu'on est trop occupé à vivre en dehors, à expérimenter des choses pour vrai. Et donc, quand on partage quelque chose, ben c'est authentique. On partage pas souvent parce que on a des expériences à aller chercher. Mais quelqu'un qui est toujours sur les réseaux sociaux, qui partage, on se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment une pratique en arrière ou c'est juste du show, là? Parce que quand on pratique, on connaît le temps que ça demande de préparatifs. On fait pas un rituel en une demi-heure, là. Il y a une grosse démarche à faire avant ça. Il y a une démarche à faire après ça aussi. Il faut se reposer, il faut se recentrer. Ça, c'est pas montré sur les réseaux sociaux, jamais. C'est toujours le show-off, c'est toujours le superficiel, c'est toujours le je vous vends du rêve, là. Je suis une sorcière, je vis comme ça. Le terme sorcière, beaucoup plus utilisé que le terme de pratiquant et pratiquante. On le voit très bien. Donc, tous les gens sont là pour aller chercher des likes, être populaire, que ça devienne une carrière. Pour quelqu'un qui, justement, qui débute, qui n'a pas vraiment de connaissances, puis qui cherche une source fiable, je pense que là, c'est tellement bien ficelé, puis bien monté, bien présenté, que n'importe qui peut se faire avoir. Donc, selon moi, oui, c'est beaucoup mieux ficelé que ça l'était. Quand moi, j'ai commencé à mon époque, il y a plusieurs années, jadis, autrefois, il y avait très peu de gens qui partageaient ce genre d'informations-là. L'Internet commençait et donc l'ésotérisme, ça commençait à prendre sa place. Il y avait des annuaires pour les pratiquants, pour les sources. Il y avait des références pour chaque. Il y avait vraiment des sites conçus pour dire aux gens, si tu t'intéresses à telle tradition païenne, on te suggère tel site. Cette personne-là a beaucoup d'expérience dans le domaine. Il y avait un résumé qui venait avec. On n'a plus ça maintenant. N'importe qui peut s'ouvrir une page Facebook, un Instagram, un TikTok, puis se partir une business. Donc, je trouve que oui, beaucoup plus facile de tromper le public et de se faire passer pour quelque chose que l'on n'est pas. Donc, je dirais que oui, ça devient très, très dangereux pour les gens qui n'ont pas d'expérience et qui ne savent pas vraiment vers où se tourner. On a remarqué un manque flagrant de curiosité ou même une paresse d'approfondir les recherches au sein de la communauté. Est-ce que vous trouvez que les dernières vagues de pratiquants sont plus à risque de se faire manipuler parce que ces gens-là semblent mettre sur un piédestal certains influenceurs et approuvent tout le contenu sans se questionner davantage? Absolument. Ouais. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, même un peu partout. Le monde a tendance, peu importe le sujet, sur les réseaux, le monde a tendance à pas aller faire de recherche. Ils vont poser des questions, beaucoup de questions, mais ils vont pas approfondir, ils vont pas aller chercher des détails, ils veulent que nous, on leur donne les réponses. Puis ça, c'est un peu moyen, je trouve. Puis on dirait qu'avec les réseaux sociaux, c'est encore de plus en plus en place. Le monde, on dirait qu'ils sont un petit peu paresseux, comme tu dis, puis faire l'effort, c'est quelque chose qu'on dirait qui n'est pas une possibilité des fois. Mais je pense que je voyais ça passer, je pense, la semaine passée. J'ai l'impression que je dis tout le temps ça. Je vois toujours quelque chose de nouveau la semaine précédente. Qu'est-ce que tu veux? Mais il y a quelqu'un qui parlait justement de la manière qu'on consomme, que les gens en général consomment les réseaux sociaux et l'information. Donc, c'est un peu comme une drogue. C'est comme les enfants devant la télé, là, puis le YouTube, là, ben, c'est pareil pour les grandes personnes, tu sais. Fait qu'on consomme, on reçoit tellement d'informations facilement sur les internets qu'on devient paresseux, tu sais.
Je pense que ça devient de plus en plus rare. Les gens, comme nous, là, je nous inclus, là, parce je pense qu'on est tous dans une certaine recherche là, à lire des livres. Moi, depuis que je sais lire, que j'ai 5-6 livres d'ouverts en même temps, puis que je lis, moi, je surconsomme la lecture. Mais il y en a qui font ça, mais sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on se laisse prendre. Des fois, je m'étonne d'avoir passé 30 minutes à regarder des reels qui sont intéressants, qui sont bourrés d'informations intéressantes, tu sais, parce que les algorithmes, il y a des journées qui me connaissent bien. Ça arrive pas souvent, mais des fois, on dirait qu'ils pognent un petit filon, là, puis, tu sais, je me fais attraper, mais c'est des affaires intéressantes. Ça doit être un petit 30 minutes comme ça, j'ai dû me faire prendre pour vous partager ça ce soir, justement. Je suis humble là-dedans, je m'inclus aussi là-dedans. Parce que c'est ça, tu as quand même d'informations intéressantes, mais à un moment donné, c'est que tu te retrouves c'est que tu te fais donner l'information, c'est pas nécessairement l'information que tu cherchais aussi. Qu'à un moment donné, c'est ça, il faut se poser la question, qu'est-ce que je veux apprendre? Puis pas parce que tu l'as vu une fois dans un reel que tu l'as acquis, que tu l'as vécu et tout ça. Je pense que ça a ça de beau, la lecture, hein, c'est qu'on assimile. Moi, c'est souvent avant d'aller me coucher, j'ai mon petit rituel de lecture ou quand je me réveille le matin, puis je le vis, je prends le temps de vivre ce que j'ai lu, à comparer des 10, 20, 30 reels que j'ai vus back-à-back dans ma demi-heure, parce que c'est quelques secondes, hein, à chaque fois. Puis de plus me rappeler nécessairement de ceux que j'ai vus, là, 5 minutes, tu sais. En tout cas, tout ça pour dire que c'est ça, on est bombardé d'informations, en fait. Puis ça rend les gens paresseux, je pense. L'aspect où les gens voient les influenceurs comme des amis, presque, ça devient des mentors pour eux, ça devient quelqu'un qui a de l'importance. Ils vont regarder leurs vidéos à chaque jour, ils vont ressentir ce que la personne a ressenti. Si la personne vit des émotions hautes, ben là, ils vont être comme vraiment, ils vont se sentir mal. Je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont aller directement sans aller consulter d'autres sources, c'est qu'ils vont se sentir connectés avec cette personne-là, puis ils vont vouloir cette connexion-là avec cette personne-là. Ils vont vouloir faire la même chose que eux. Ils veulent se retrouver dans le style qu'ils voient. Avant, on avait des posters ados, hein? Puis on tripait sur nos posters, là, puis nos magazines. Maintenant, il semblerait que c'est des influenceurs. En tout cas, ça dévoile un peu mon âge. Mais bon. Ça dépend de qui t'avais sur tes murs. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. Ben moi, j'ai un peu la même opinion que Julie aussi, parce que le fait de se sentir dans une communauté, ça nous rapproche beaucoup plus de l'autre humain, malgré les réseaux sociaux, tu sais, même si c'est en virtuel, le fait de se sentir que ça c'est cool, moi aussi j'ai le goût d'être cool, moi j'ai le goût de faire ça moi aussi, fait que dans le fond, tu sais, ça donne l'impression que toi aussi, tu as envie de vivre la même chose que l'autre parce que ça a de l'air le fun, tu sais, parce que finalement, on apprend beaucoup à faire des choses selon les autres et un petit peu moins de faire les choses qui nous semblent authentiques pour nous, là, tu sais. On est plus habitués, on a grandi comme ça, puis on nous a pas vraiment appris à se fier à nos sentis, puis à notre jugement, nous autres. Fait que souvent, on se penche vers les autres pour avoir une certaine connexion, tu sais. Fait que moi, c'est comme ça un peu que je vois ça, là, tu sais. Ouais, c'est cool, moi aussi, j'ai envie d'être cool. Bon, ben, je vais adhérer, puis... fait que là, c'est là, ça rentre dans le sensationnel. Moi, c'est comme ça que je le vois, là. Fait que... On dirait qu'il y a quelque chose qui manque dans l'éducation des générations plus récentes, c'est l'éducation sur ne pas croire tout ce qu'on voit à la télé. On avait des petites chroniques à la TV quand on était ado, puis on était plus jeunes, qui nous disaient, tu sais, on avait le robot qui enlevait son bras, puis qui disait « Oh, moi, je peux le remettre, pas toi. » Puis qui nous rappelait que tout ce qu'on voit à la télé, c'est pas toujours... Tu sais, on avait l'hippopotame des maisons, puis plein de petites affaires qui nous disaient, tu sais, faites attention à ce que vous voyez, tu sais, prenez le temps de critiquer ce que vous voyez.
Prenez le temps de... Puis on a aussi, tu sais, quand l'Internet a commencé, c'était très stranger danger. C'était comme, parle pas à personne, tu vas te faire kidnapper, tu sais. Puis là, tout le monde, de nos jours, tout le monde se parle, puis des choses comme ça, c'est... Je pense que des fois, il y a un petit peu de prévention qui devrait être un petit peu plus fait sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok. Puis malheureusement, je pense que c'est quelque chose, c'est un travail qui devrait être fait avec les nouvelles générations un petit peu plus. Je repasse à comment c'était dans mon temps, autrefois jadis. Quand moi j'ai commencé, j'étais la petite nouvelle. Puis quand j'ai fait mon premier salon ésotérique, j'ai des gens qui sont venus me mettre au défi pour voir si je savais de quoi je parlais. J'ai eu des discussions hyper profondes avec des gens qui essayaient de voir mes connaissances pour dire que la communauté était beaucoup plus petite, beaucoup plus rigoureuse. Donc, quand tu arrivais dans cette communauté-là, tu n'étais pas accueilli les bras ouverts. Tu étais testé, puis les gens voulaient savoir, OK, tu sors d'où? Est-ce que tu as des connaissances dans ce domaine-là ou tu dis n'importe quoi ou quoi que ce soit? Des gens prenaient des produits sur ma table puis disaient, OK, mais pourquoi tu as pris cette couleur-là avec telle chose? Puis, tu sais, fallait que je donne une explication, fallait que je dise, j'ai choisi la cornaline pour sa connexion à l'élément feu. Ah! Fait que on m'avait vraiment mis en challenge de justement voir si j'avais vraiment des connaissances ou si j'étais juste là pour faire de l'argent, tu sais. Donc, j'ai vraiment l'impression que oui, les nouvelles générations ont cette naïveté de juste gober tout ce qui se présente sans se dire « Hey, ça m'intéresse ». Même des fois, quand il y a un intérêt, ils vont pas chercher plus loin. Je veux dire, moi, par exemple, quand j'ai commencé ma pratique, puis que j'ai découvert que j'avais des herbes, parce que, bon, j'ai commencé très tôt, j'avais 13 ans, puis du coup, j'allais pas dans les boutiques ésotériques pour accueillir pour aller chercher des herbes ou quoi que ce soit. J'allais dans mon garde-manger. Et du coup, je faisais des recherches, puis je me dis, tiens, on a du laurier, à quoi ça sert? Parlons de laurier, justement. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais aller voir plus en profondeur à quoi ça sert dans la pratique, le laurier. Est-ce qu'on peut le faire brûler? Est-ce qu'on doit de quelle façon on l'utilise en rituel? Et là, j'allais plus loin. Est-ce que je peux en faire pousser du laurier chez moi? Donc, j'ai vraiment l'impression que les nouvelles générations, c'est soit qu'ils ne le montrent pas ou c'est le genre de choses qu'on ne voit pas passer dans les réseaux sociaux non plus. On ne va pas plus loin. On dit ça sert à ça, that's it, that's all, puis mettez ça dans votre pipe, puis fumez-le. Mais avant, ça allait plus loin. Les gens voulaient aller chercher plus d'informations. Puis ça, j'ai vraiment l'impression que ça s'est perdu, littéralement. Puis on le sait chez Demoiselles étranges, ça fait des années qu'on essaye. On essaye de dire aux gens, allez dehors, allez cueillir des plantes, allez fouiller dans les herbes locales, oubliez la mandragore puis la belladone, il y a d'autres trucs à utiliser, là. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il faut reguider et rééduquer certaines générations de pratiquants qui sont là juste pour le look. L'espèce de fausse réalité cinématographique de c'est quoi être un pratiquant, puis qui veulent vivre dans ce genre de réalité-là sans nécessairement faire les efforts, sans nécessairement... Puis encore là, on en parle tout le temps, on revient toujours à ce sujet-là, j'ai l'impression de toujours parler de ça. Soyez curieux, cette curiosité-là va vous faire découvrir toutes sortes de choses, puis c'est par la recherche qu'on se développe. C'est pas en ayant une théorie qu'on l'a gobé, puis on se promène avec la même théorie. Il faut aller plus loin. Si c'est un sujet qui nous intéresse vraiment, je comprends pas comment les gens peuvent pas aller plus loin pour aller chercher davantage. Quand j'ai commencé à travailler avec les cristaux, c'était ça. Oui, OK, l'améthyste me sert à ça. D'où ce qu'elle vient, l'améthyste? Ça m'intéresse. Je veux savoir comment s'est formé l'améthyste. Je veux savoir de quelle façon est-ce qu'il y a des minéraux, est-ce qu'il y a des métaux présents dedans. Est-ce que c'est... Tout ça, ça m'intéressait quand j'ai commencé. Puis là, j'ai jamais ce genre de questions-là chez Demoiselles étranges. On reçoit jamais des questions de ce genre-là. C'est toujours des questions très superficielles pour la plupart du temps. Quand on a une question qui est vraiment profonde, là, on est content, je vous la partage, on s'en parle à l'interne, puis on est comme « Yes! Enfin! » On fait un live pendant 1 heure. Parlons-en! Mais c'est vraiment... mais oui, je pense que tout à fait, là, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. On en a même parlé avec d'autres gens qu'on a reçus en entrevue pour le podcast Vision et Révélation. Ça a été des questions qu'on a posées là, avec d'autres pratiquants du domaine, puis c'est quelque chose qu'ils ont aussi remarqué, donc c'est pas nous, là. On sait aussi qu'il y a du monde qui s'attend qu'il y ait une seule manière de pratiquer.
Alors qu'il y a tellement de manières, il y a tellement de traditions différentes, tellement de cultures différentes qui vont faire les choses de manière différente. Tu sais, la sorcellerie, le paganisme, ça se retrouve partout à travers le monde. Il n'y a pas une manière. Il n'y a pas une seule manière de le faire. Nous, on parle beaucoup de magie naturelle, mais ça, c'est quelque chose qui peut être ajouté à une pratique déjà existante. Il y a tellement de manières de faire les choses. Vous pouvez on dit tout le temps, personnaliser votre pratique à ce qui vous parle. Ça se peut que nous, on va vous dire quelque chose, puis ça connecte pas pour vous, puis c'est bien correct aussi, c'est normal. Il faut aller chercher les petites choses qui viennent nous intéresser, puis ça peut être tellement différent d'une manière ou d'une autre. Puis c'est comme ça qu'on spécialise un petit peu, qu'on trouve qu'est-ce qu'on aime, puis il y a des domaines dans la sphère de l'occulte qui vont venir nous intéresser plus que d'autres. Puis, tu sais, on a tous des savoirs différents dans les clips. Mais c'est pour ça, c'est là que la paresse puis le manque de curiosité devient problématique parce que ces gens-là vont pas développer leur propre pratique. Ils vont juste suivre à la lettre ce qu'ils ont vu avant. Comme je disais souvent, quand je parle de mon grimoire de mes 13 ans, que je ressors, puis que des fois, j'ai comme des frissons de dégoût quand je me relis, puis je suis comme « Oh, pauvre Val! Dans quel état étais-tu à ce moment-là? » Puis je relis ça, puis je me dis « Waouh, je suis contente d'avoir pris de la maturité, puis d'avoir été plus loin dans mes recherches, puis de ne pas m'être arrêtée à juste ça, puis d'avoir perpétué cette pratique ridicule tout au long de mon parcours, tu sais. Fait que j'ai vraiment l'impression, je me pose la question, puis s'il y a des gens qui nous écoutent justement, puis qui ont ce genre de pratique-là, qui est très carré, très à la lettre, puis qui vont pas plus loin, comment vous vous développez à travers ça? Je serais curieuse de m'entretenir avec quelqu'un justement qui le vit, parce que là, nous, on peut en parler parce que notre parcours est différent, puis on le voit d'un point de vue extérieur, mais quelqu'un qui est dedans, là, vous êtes invité. On vous ouvre la porte. Laissez des commentaires, ça nous intéresse beaucoup de voir un peu comment vous voyez la chose de votre point de vue à vous, justement. On voit de plus en plus d'organisateurs d'événements, de fournisseurs et d'influenceurs qui se lancent dans le domaine et dont la seule motivation est une opportunité d'affaires pour un sujet très tendance, comme on le mentionnait plus tôt. Est-ce que l'appât du gain a toujours été présent dans le milieu ésotérique ou est-ce une nouvelle tendance? Ah, je pense que c'est nouveau. Je pense qu'il y en a qui ont vu une opportunité de pouvoir vendre des cossins. Tu sais? Je pense que oui, tu as un côté opportuniste, un peu naïf, tu sais, de penser que c'est une affaire comme un autre, mais c'est parce que c'est relié à une spiritualité. Donc, je trouve qu'il y a matière à un non-respect à travers de ça. Mais oui, j'ai été témoin à distance d'apprendre des histoires, justement, de personnes que c'est à un niveau pécunier et qu'ils n'ont aucune connaissance ou presque, qui décident de faire des trucs qui ne sont pas trop impliquants, mais qui aiment bien être dans l'ambiance witchy, je te dirais. Mais je pense que ça, il y a de ce genre de personnes-là un peu partout. C'est pas nécessairement toujours juste pour l'appât du gain exclusivement. C'est sûr qu'il y a ça. Tu veux vendre tes affaires puis faire tes petites chandelles chez toi, tranquille, puis vivre de ça. Mais il y en a que c'est à un niveau un petit peu plus sérieux, puis que, ben, en tout cas, je pense que ces personnes-là viennent à être, à un moment donné, à être reconnues, pas dans le bon sens, puis à un moment donné, il arrive ce qui arrive. Je pense que durant la pandémie, ça a été un moment où il y a beaucoup de monde qui ont perdu leur travail puis qui ont voulu se commencer des business à ce temps-là. Puis c'était un moment où la sorcellerie était très, très populaire. On a vu beaucoup, beaucoup de business s'ouvrir. Puis tu sais, il y a rien de mal là-dedans, mais est-ce que les gens le font pour les bonnes raisons? Est-ce qu'ils veulent le faire parce qu'ils ont envie de partager avec la communauté, de vraiment se fonder des liens? Ou c'est juste parce qu'il y avait un besoin monétaire qui était présent, puis ils se sont dit « Ah ben, il y a du monde qui le font, qu'est-ce qui m'empêche moi de le faire? » Puis d'apprendre, s'ils sont capables de le faire, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Après quelques années, comme tu dis, Maggie, est-ce que leur réputation s'est améliorée ou est-ce qu'on peut voir des patterns? L'intention première, c'est de faire un gain.
Ça n'a pas toujours été comme ça, là. Moi, en tout cas, j'ai été dans la curiosité auparavant, tu sais, je sais pas si ça vous dit quelque chose, Jeannette Bertrand, dans le temps, qui Oui. faisait des belles rencontres avec des cercles de femmes, puis qui voulait un peu dans le genre féministe et tout ça. Euh, C'était plus l'approche introspective, puis l'approche magique, intentionnelle, comme je dis toujours, qui était abordée, puis c'est ça qui attirait les gens, tu sais. Fait que c'est sûr que c'était mal vu de te réunir avec un groupe pour parler d'un sujet, puis de faire un appât de gain avec ça, là, tu sais. C'était pas le but dans ce temps-là. Fait qu'aujourd'hui, oui, je crois que c'est rendu même problématique, à mon avis, ce qui peut amener les gens à vouloir une certaine popularité, là, tu sais, c'est d'amener les gens à consommer. De toute façon, on est toutes victimes de ça un peu. Fait que je pense que ça pourrait peut-être s'améliorer, tu sais, en apportant une nouvelle approche, puis de rester dans la même éthique aussi qu'on fait présentement, d'offrir des formations ou bien des trucs qui sont gratuits, de participer à des activités de partage gratuits pour que les gens puissent continuer, tu sais, à vivre de leur authenticité et non pas de vivre que de l'argent. De l'argent, il y en a partout. On n'est pas obligé nécessairement de le mettre en plus, incluant nos intentions puis nos émotions, là. Ça, je commence à trouver ça un petit peu weird et puis tiré par les cheveux, là. Mais ouais, je pense que c'est vraiment récent. Moi aussi, j'ai l'impression que ben, ça va se calmer, d'après moi, là, avec ce qui vient de se passer, peut-être. N'oublions pas, n'oublions pas ces personnes qui sont vraiment portées par un projet aussi, parce qu'il y en a des beaux projets. Ouais. J'en ai rencontré des personnes merveilleuses qui portent un projet en elles, puis qui changent vraiment la vie de d'autres personnes en offrant des ateliers, ce genre de choses-là. Il y en a aussi. Fait que c'est pas... faut pas taper sur tout le monde. Il y en a des beaux projets, mais je pense qu'en tout cas, quand je me promène dans un événement, je les reconnais, ces personnes-là. Puis souvent, j'ai des belles conversations. L'été passé, j'ai eu une super de belle conversation avec une dame qui fait des hochets, style amérindien. Elle n'est pas amérindienne du tout, mais elle a reçu cet appel-là, puis j'ai eu une conversation avec elle. Puis pendant la fin de semaine, il y avait quelques personnes d'origine autochtone qui étaient sur le site, puis il y a un monsieur qui est allé lui parler, justement, autochtone, puis je les ai vus parler pendant 1 heure, tu sais. J'avais eu très envie de m'approcher, de voir qu'est-ce qu'il lui parlait, parce que clairement, elle faisait des trucs autochtones, puis elle n'était pas, tu sais. Mais je suis allée la voir après parce que j'avais déjà parlé un peu, puis elle m'a partagé son échange. On s'est pleuré dans les bras, j'étais tellement touchée pour elle, puis tout ça. Fait que, tu sais, il se passe des belles affaires aussi, tu sais. Il n'y a pas juste des charlatans autour de nous, mais je pense qu'on peut reconnaître avec le cœur ces projets-là qui sont portés vraiment par dédication, je pense. En fait, moi, je pense que ça a toujours été, mais je pense que c'était très différent. À l'époque des années 70-80, il était plus question de dérive sectaire à ce moment-là. Et donc, je n'approuve aucunement les sectes, les gourous et autres, mais je vais leur donner au moins quelque chose. Il n'y avait pas le choix d'être organisé, puis il n'y avait pas le choix, ça se faisait en personne, là, parce que là, il y avait, les gens donnaient de l'argent, puis là, tout le monde se déplaçait, ils allaient vivre dans des camps, à l'écart de la société, tout ça. Il y avait de l'effort qui était mis là-dedans, tu sais. Tu pouvais pas faire ça comme ça à distance, en correspondance de lettres. Donc, je pense que ça a toujours été là, mais je pense que c'était, premièrement, beaucoup plus prédateur autrefois. Aujourd'hui, ça peut se faire plus en superficialité, mais aussi ça peut passer beaucoup plus facilement en douce. On parlait de sollicitation dans l'article. C'est quelque chose qu'on a vu passer, en fait, des gens qui nous approchent, qu'on n'a jamais demandé d'aide ou quoi que ce soit, qui nous disent « Hey, je peux te faire une séance de tarot pour tel montant. » Là, c'est non.
quand on voit ce genre de comportement-là, on se dit, OK, cette personne-là, elle fait pas ça. J'ai envie de t'aider. Non, je m'excuse. Non. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai vu passer. Mais je pense que ça a toujours été là, l'appât du gain ou l'appât de, justement, manipuler des gens qui cherchent à s'attacher à quelque chose. Là, ça se fait de façon beaucoup plus subtile. Mais je pense que ça a toujours été là. Je pense pas que c'est quelque chose qui est récent. Je pense que les moyens modernes sont beaucoup plus subtils et beaucoup plus, du coup, dangereux pour les gens là, qui sont pas au courant puis qui s'en rendent pas compte nécessairement. Étant donné qu'il n'y a pas vraiment de certification reconnue concernant les croyances ésotériques, parce qu'on s'entend, s'il y en avait, ça ferait longtemps qu'on l'aurait acquis par souci de professionnalisme et de crédibilité, parce qu'on est comme ça. Qu'est-ce qui rend une source fiable selon vous? Quelqu'un qui débute, qui a aucune idée, c'est sûr qu'on pourrait se vanter puis faire de... pousser Demoiselle étrange en premier plan. Regardez, nous, on est fiable. Mais pour quelqu'un qui, justement, veut aller chercher des informations vers d'autres sources, qu'est-ce qui rend une source fiable, selon vous? C'est tricky comme question. Vous l'aimez pas, cette question-là, hein? Parce que, comme la religion, comme beaucoup de choses, oui, il y a des personnes qui peuvent vraiment aller, tu sais, à l'université, vont aller étudier les vieilles traditions, des choses comme ça, le folklore, ce genre de choses-là. Mais dans la vie de tous les jours qu'on voit sur les réseaux, c'est pas facile. Puis, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'une source est fiable? Qu'est-ce qui fait que n'importe quel livre tiré d'une religion ou quelque chose est fiable aussi? C'est quelque chose de très dur. C'est quelque chose qu'on doit, je vais toujours dire, consulter beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources. Vous allez voir des choses qui se ressemblent, qui font du sens, ça va cliquer. Mais on peut pas se fier à une seule source. C'est ma manière de voir les choses. J'irais dans le même sens que toi. Observer plusieurs sources. On a le droit quand même d'écouter des gens puis d'être inspiré, hein? C'est pas de devenir hyper méfiant. Moi, je me méfierais si on viendrait me solliciter. Hey, veux-tu que je te tire au tarot? Hey, c'est juste temps, je te fais un 10% de rabais. Je pense que là, on peut se méfier un peu. Mais sinon, si la personne, c'est inspirant, qu'est-ce qu'elle dit, que c'est pas impliquant monétairement là, de devoir d'être obligé, je pense qu'il n'y a rien de mal à ça. Puis, comme tu dis, Julie, ben, pas juste se fier à une source, soyez curieux. Puis, parce que, même les livres, là, un livre, souvent, ses sources, c'est un autre livre, c'est comme, à un moment donné, c'est comme, sont où les vraies sources, c'est un peu un leurre, ça, aussi, en quelque part, c'est de faire confiance à un humain qui a fait confiance à un autre humain, etc., etc., tu dis, bon, il y a comme un bon système de confiance derrière, je vais faire plus confiance, Mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas virer fou avec ça non plus. Allez-y avec votre ressenti profond. Soyez curieux. Peut-être pas juste suivre un projet, mais prenez le temps d'en suivre plusieurs, de lire quelques livres, puis vous allez le voir avec le temps, vous allez bâtir votre propre opinion, votre propre spiritualité, votre propre façon de voir les choses aussi. Ça prend du temps à se bâtir tout ça. Fait que c'est en étant curieux qu'on peut bâtir ça, Chaque vibration est différente pour chacune des personnes qui passent sur notre chemin, tu sais. Fait que je pense que le senti a un gros rôle à jouer, un grand rôle à jouer. Puis aussi, comme vous dites, autant les demoiselles, être curieuses. Moi, je suis une grande curieuse, puis j'aime ça me foutre le nez un petit peu partout pour aussi voir d'autres aspects, puis d'autres versions de certains thèmes, de certains sujets. Fait que pour me fier à une source fiable, c'est sûr que plus qu'il y a d'expérience, puis plus que la personne cherche les antécédents d'un groupe ou de je sais pas quoi, même comme tu dis, Maggie, les livres, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, même si la source est très, très fiable, si à un moment donné, toi, ça te parle plus, puis que tu n'en vois pas l'intérêt, ben c'est encore une question de santé, c'est une question de besoin, c'est une question aussi d'expérience. Ça fait que je pense que tout ça a un lien.
Mais c'est quand même facile de tomber dans la, la multitude d'informations que chacun peut donner à sa façon. Fait que je pense que c'est une question de senti plus qu'autre chose. Moi, c'est comme ça que je me cible puis que je me dirige dans ce chemin-là. Il y a toujours faire confiance à sa propre vérité, puis si on se dit comme ah, c'est bizarre ça, c'est un signe qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche à partir de là. Du point de vue entreprise, point de vue professionnel que j'aimerais apporter aussi, si vous tombez sur un projet, ayez pas peur d'aller fouiller pour voir si le projet a une réputation. Est-ce qu'il y a eu des mauvais commentaires derrière? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences? Allez fouiller. Faites vos détectives, allez plus loin, tout ça. La longévité d'un projet aussi. Donc, un projet qui, par exemple, change d'aspect, change de nom à tout bout de champ parce que là, on a l'impression, on a vu dans des événements, par exemple, où est-ce que il y a un organisateur qui est parti à un événement, puis là, il part un événement, mais sous un autre nom, tu sais, pour pas se faire reconnaître. Ça, c'est des signes qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche en arrière. Donc, ayez pas peur d'aller fouiller plus loin. La transparence des gens qui ont le projet aussi. Si les gens ont une mauvaise gestion des conflits ou une mauvaise gestion, par exemple, quelqu'un qui a eu des mauvais commentaires puis qui gère ça très mal sur les réseaux sociaux, ça, pour moi aussi, c'est un indice que cette personne-là, je la trouve pas fiable du tout. D'étaler sa vie puis sa réaction émotionnelle à ça pour passer pour une victime ou quoi que ce soit, attirer la sympathie de son public, ça j'ai un problème avec ça au niveau professionnel. Moi c'est quelque chose qui va me faire décrocher complètement de quelqu'un. On peut être transparent, expliquer une situation sans nécessairement mettre le public en otage de nos émotions puis de comment on se sent à partir de là, si c'est question d'entreprise évidemment. C'est ça. La réalité du contenu aussi, si vous voyez des photos qui ont été justement modifiées par intelligence artificielle avec des petites étincelles puis tout ça, je veux dire, là, c'est fantaisiste. Là. Il n'y a pas de réalité en arrière. Je parlais un peu plus tôt des gens qui partagent constamment, qui ont l'air de vivre sur Internet finalement, qu'on ne sait même pas de quoi ça a l'air dans la réalité. Moi, j'ai plus confiance à des gens justement qui vont être plus authentiques, où est-ce que je vais vraiment avoir une idée claire que cette personne-là, oui, je sais qu'elle pratique parce que j'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos, puis je vois la démarche en arrière et tout ça. C'est pas juste le produit fini qu'on voit. Donc, voilà, je suis un petit peu plus pointilleuse que vous. Puis j'ai pas de ressenti, moi. Fait que c'est là que je mets ma fiabilité. Mais encore là, pour vraiment là, finaliser tout ça, au même titre que vous, le ressenti que vous avez par rapport à cette personne-là, par rapport aux échanges, vous avez une question à poser, puis la personne vous répond bête, vous répondez juste pas du tout. Ça arrive des fois que vous avez une question à poser sur quelqu'un ou sur sa démarche ou quoi que ce soit, puis la personne a dit, mais va sur mon site, c'est tout écrit. Il y a des gens qui ont eu des réponses comme ça. Fait que ça, pour moi, ben c'est non. Je serais insultée. Les gens qui veulent pas avoir de conversation, qui sautent tout de suite à vendre un produit, genre la personne va te poser une question, ben c'est 5$ pour une question, ou genre moi je réponds pas à les questions. Ou... C'est sûr que je comprends il y a du monde qui veut protéger leur contenu, mais en même temps, tu sais, ça fait un petit peu scammer de te dire OK, non, faut que tu me payes maintenant. Il y a l'échange humain qui est important, selon moi, avec le public. Absolument. Surtout quand c'est virtuel, il faut qu'il y ait un contact humain. S'il n'y a pas de contact humain, ben c'est une vitrine vers quelque chose. Je ne considère pas nécessairement que c'est une source fiable ou pas fiable si c'est juste une approche vitrine. Mais si on cherche vraiment, du point de vue d'un débutant, quelqu'un qui commence et qui veut vraiment avoir une source d'information fiable, oui, aller chercher à droite puis à gauche, puis essayer de repérer justement ce qui fait du sens, ce qui est transparent, ce qui est constant. Des gens, par exemple, qui parlent d'un sujet beaucoup, puis on se dit « Ah, cette personne-là s'y connaît dans ce sujet-là », puis là, quelques mois après, ça change complètement de direction, puis là, on parle d'une autre affaire. J'ai de la misère avec ça aussi. Je veux dire, si ta spécialité, c'est ça, puis c'est là que tu as tes connaissances, ben, je veux dire, aborde pas d'autres sujets, surtout si on voit clairement que c'est pas aussi fluide au niveau du savoir. Là aussi, ça me donne des indices qu'il y a peut-être un manque de fiabilité à ce niveau-là. Pour être fiable, ben, il faut que le contenu soit fiable, il faut que la personne soit fiable, et c'est le sentiment qu'on est supposé avoir quand on visite cette personne-là virtuellement. Encore mieux si on peut la rencontrer en personne. Là aussi, ça vous donne un indice que cette personne-là, au moins, est réelle. Elle n'a pas été inventée de toutes pièces.
Mais c'est vraiment la responsabilité de cette clientèle-là de se prendre en charge, de se prendre en main, de faire attention et de se préserver à travers ça. Parce que, bon, on a l'air de pointer du doigt, mais c'est vraiment pour le bien de la communauté et des gens qui joignent, là, justement, de savoir repérer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui l'est pas. C'est vraiment pour vous protéger, vous préserver à travers ça. Se tenir loin de la poudre de perlimpinpin. On n'aime pas ça, la poudre de perlimpinpin. C'est non. Voilà qui conclut cet épisode. Merci, chères demoiselles, d'avoir échangé sur le sujet et surtout, merci à vous, chers auditeurs. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, alors n'hésitez pas à nous écrire. On se revoit bientôt pour une nouvelle discussion. Merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup. Merci. Bye!